Bennett et Lieberman sont tout à fait à droite, sont des néolibéraux qui pensent que donner de l'argent aux pauvres, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est leur donner des incitations à travailler et de leur donner de l'éducation. À partir du moment où on enlèvera toutes les barrières à l'importation, eh bien vous verrez qu'il y aura des petits importateurs qui commenceront eux-mêmes à importer et donc lentement, les monopoles n'existeront plus. Professeur Élise Brézis, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre on va dire les tenants et les aboutissants de ce plan économique qui a été annoncé mercredi soir dernier par le ministre des Finances Avigdor Lieberman et par le Premier ministre Naftali Bennett. Il y a un plan qu'il faut l'avouer suscite certaines critiques, comme je le disais, y compris au sein de la coalition gouvernementale. Alors d'abord, premièrement, est-ce que c'est un plan qui, à votre avis, est uniquement une réponse à la protestation, à la colère populaire de ces dernières semaines autour de la hausse des prix, ou c'était un plan, comme le dit Avigdor Lieberman, qui était prévu? Alors là, vous avez tout à fait raison. C'est un plan uniquement pour arrêter le mécontentement, parce que c'est un plan qui a été très mal conçu. Alors, il faut très bien comprendre qu'est-ce que c'est ce plan qui a été présenté cette semaine. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est anti-mécontentement et pas du tout une réforme économique, et c'est distribuer 4,4 milliards de shekels. Alors de ce point de vue-là, moi qui étais très critique sur la politique de Bibi Netanyahou, eh bien c'est exactement la même chose, c'est distribuer de l'argent. Mais au lieu de la distribuer aux Haridi, aux pauvres, là on la distribue aux classes moyennes. C'est très simple, toutes les réformes pour donner là de l'argent, ce ne sont pas du tout des réformes, c'est un moyen vraiment de calmer le mécontentement. Alors là-dessus, on est tous d'accord. Si vous voulez, c'est une manière un peu de baisser les impôts qui sont élevés sur la classe moyenne, parce que la classe pauvre ne paye pas du tout d'impôts en Israël. Et là-dessus, c'était peut-être quelque chose qui peut se faire, mais c'est pas du tout en relation avec la vie chère. Alors, à propos de la vie chère, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, très, très peu. Très, très peu, parce que ce qu'il fallait faire, c'était évident. Et c'est dans le programme du gouvernement pour la fin de l'année. C'est d'enlever toutes les barrières à l'importation et d'enlever toutes les normes israéliennes. Alors, tous les néolibéraux sont d'accord. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que ce gouvernement est un gouvernement avec la gauche. Et la gauche, évidemment, s'y oppose. Le lobby de l'agriculture, enfin, vous voyez pas Merav Michaeli aller contre l'agriculture. Alors qu'en fait, il faut très bien comprendre, les agriculteurs ne sont même pas 1% de la société israélienne. Mais ils ont le pouvoir de l'époque, du Mapai, etc. Et les travailleurs dans l'agriculture, il n'y en a pas. Ce sont tous des travailleurs qui viennent de Thaïlande et d'autres pays. Mais l'agriculture a un lobby incroyable et c'est pour cela que toutes les réformes sont bloquées. Alors, ce qu'a dit en fait Lieberman, c'est « Je vous assure que j'arriverai à parler avec la gauche et jusqu'en été, lui voudrait peut-être très rapidement, j'enlèverai effectivement toutes les barrières à l'importation, toutes les normes israéliennes vont sauter parce qu'elles sont complètement ridicules, on peut se suffire des normes européennes et à ce moment-là, nous verrons effectivement une baisse des prix en Israël. Alors, je voudrais revenir, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs peuvent vous suivre, mais par rapport aux normes et à l'agriculture, mais revenir sur un point clair. Effectivement, on a critiqué, certains même à l'intérieur, comme je disais, de la coalition, on critique le fait que, eh bien, ce plan donne, on va dire, quelques 2 milliards de shekels aux familles, aux jeunes familles qui travaillent, c'est-à-dire aux familles qui ont 2 ou 3 enfants, qui travaillent aux alentours de 30 à 40 ans, qui reçoivent un salaire et ils vont avoir des points de réduction d'impôts qui vont leur permettre de gagner, de bénéficier d'un aide plus important. Et parallèlement, une aide
on va dire, minimale d'environ 250 millions de shekels, et ce sont des chiffres qui ont été cités par Michael Bitton, qui est le président de la commission de l'économie à la Knesset et qui est un des chefs du parti bleu-blanc. 250 millions pour les couches sociales les plus défavorisées. Il y a donc là, quelque part, un déséquilibre. C'est ce qui est le plus criant dans ce plan ? Non, pas vraiment, parce que là, c'est vraiment une question de vos positions politiques, vos positions économiques. Bitton est tout à fait à gauche d'un point de vue économique, et Bennett et Lieberman sont tout à fait à droite, sont des néolibéraux qui pensent, et qui c'est vraiment ce qu'ils croient, que donner de l'argent aux pauvres, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est leur donner des incitations à travailler et de leur donner de l'éducation. Là, vous avez une différence de vue très importante. Et vous ne pouvez pas essayer de changer et de dire non, on va s'arranger. On va pas s'arranger. C'est ce que vous pensez, et Bennett et Lieberman là-dessus ne lâcheront pas. Parce que donner de l'argent en Israël aux pauvres, c'est en fait donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas. Donc, là-dessus, vous avez vraiment une différence de vue qui est très profonde. Alors, et là, voilà. Alors, une autre question. On se serait attendu, parce que c'est ce qu'on a dit au cours des 15 derniers jours, lorsque de la protestation de la hausse des prix, c'est le fait que l'État d'Israël est dirigé par des grands monopoles. Est-ce qu'il y a dans ce plan quelque chose qui permet de penser qu'on va lutter contre ces monopoles, essayer de les briser ? Bon, alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des recherches. Ça fait à peu près déjà 10 ans et je fais partie de ce groupe de recherche. Les monopoles israéliens ont été créés par la politique économique israélienne. Un monopole n'existe pas en tant que tel, sauf s'il a une technologie très spéciale. Facebook est un monopole parce qu'il a une certaine technologie. Amazon est devenu un monopole parce qu'il avait une certaine connaissance. OSEM n'est pas un monopole parce qu'il a une certaine connaissance. OSEM était un monopole énorme, ou Vysotsky dans l'été, parce que Israël, dans les années 50, quand on a commencé ce pays, eh bien, nous n'avions pas de dollars. Et nous étions donc, le ministre des Finances à l'époque, Sapir, avait compris l'importance que le gouvernement s'occuperait de tout. Et donc, il a donné des monopoles pour l'importation, il a donné certains monopoles pour commencer l'économie d'Israël. Ça avait un sens, c'était très bien. Mais maintenant, à partir de 1990, on comprend qu'on n'a plus besoin de ces monopoles. Mais quand ils sont déjà créés, c'est très difficile de les briser. Et en plus, il ne faut pas vraiment les briser, il suffit tout simplement de changer les lois. La loi la plus importante pour laquelle OSEM, et surtout le problème, ce sont les importateurs exclusifs, ils ont le monopole parce qu'on leur a donné ce monopole. On leur a donné ce monopole parce que justement, il y a des barrières douanières. À partir du moment où on enlèvera toutes les barrières à l'importation, eh bien vous verrez qu'il y aura des petits importateurs qui commenceront eux-mêmes à importer, et donc lentement, les monopoles n'existeront plus. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, d'un point de vue compétition, alors en Israël, ce qu'on appelle la reshut le'tacharut a été très mal formé ces dernières années parce que vous avez mis comme régulateur un régulateur qui venait des compagnies qui n'étaient pas compétitives. Donc c'est vraiment un des graves problèmes d'Israël, c'est le pantouflage. Okay, vous aviez en Israël à la tête de cette régulation, vous aviez Michal Alperin qui était l'avocate de Tnuva et de toutes les grandes compagnies. Donc, je vais citer une phrase qu'elle a dit il y a 3 ans. Le problème de la vie chère et les prix élevés ne m'intéresse pas. Alors, comment voulez-vous travailler de cette manière? Donc, c'est ce que doit faire
Lieberman, et je ne sais pas s'il aura le pouvoir politique de le faire, c'est abolir toutes les barrières à l'importation, toutes les normes israéliennes qui sont des normes uniquement pour empêcher l'importation. On peut très bien se servir des normes européennes, elles sont excellentes. Et à ce moment-là, on aura un changement réel dans l'économie israélienne. Alors, je voudrais revenir sur une critique qui vient de Yair Lapid. Yair Lapid a dit que ce plan n'était pas suffisamment généreux et ça a suscité des tensions entre lui et Avigdor Lieberman. Et Lieberman, de son côté, lui dit moi, je n'ai pas plus d'argent que cela. Il n'y aura pas d'autre plan. Je n'ai pas plus d'argent que cela. Et je voudrais avoir votre appréciation parce que moi, je suis un profane en économie, mais je sais que l'État d'Israël a eu d'énormes rentrées de l'imposition l'année dernière, qu'on a battu des records, je crois 8 milliards de plus que l'année précédente, 21% de plus qu'en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Ça veut dire que les gens payent des impôts énormément. Pourquoi ? Eh bien, et qu'on a le sentiment, d'une certaine manière, on parle de 34 milliards de shekels, si je ne m'abuse, de rentrées d'impôts l'année dernière. Est-ce que, finalement, Avigdor Lieberman n'est pas assis sur la caisse de l'État et il veut la préserver, mais de manière, en faisant montre de peu de générosité et de peu de compassion ? D'abord, un ministre de l'économie n'est pas censé être généreux. Un ministre de l'économie est censé s'occuper de l'économie à long terme. Vous ne savez pas ce qui va être en 2022. Alors d'abord, le débat à nouveau, c'est Lapid qui veut être gentil. Lapid a toujours une notion, ne comprend pas vraiment à l'économie, ça on le sait déjà depuis longtemps. Donc ce que Lapid veut, c'est il va peut-être devenir Premier ministre et il voudrait que les gens soient contents. Alors c'est très bien, mais ça c'est pas de la politique. D'un autre côté, quand j'entends Bitton parler, là je peux comprendre parce que ce sont ses positions vraiment politiques de gauche. Alors Lieberman n'est pas de gauche. Je parle de gauche politique, économique, non pas politique. Lieberman est vraiment de droite. Il croit, exactement comme l'époque de Thatcher, que si vous allez ne pas éparpiller l'argent sur des gens qui de toute façon ne travailleront pas, eh bien c'est mieux, c'est les inciter à travailler. Et d'un autre côté, qu'allez-vous faire avec l'argent si vraiment vous avez, ça va continuer? Parce que les impôts ont beaucoup augmenté aussi, parce que nous avions du high-tech avec beaucoup d'unicornes qui se sont formés. Vous n'êtes pas sûr que ça va continuer. Donc il faut faire attention. Eh bien, il faut investir. Nous n'investissons pas assez. Regardez, nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Eh bien, il faut créer un nouvel hôpital, surtout que nous avons une augmentation de la population assez énorme en Israël. Si vous conduisez en voiture, oui. Enfin, vous voyez très bien qu'on ne peut plus conduire en Israël. Il faut absolument augmenter très rapidement le nombre de trains et le nombre de métros. Et donc, ce que Lieberman veut faire a un sens économique. Sa façon de parler n'est peut-être pas tout à fait la façon dont nous voudrions qu'il parle. Mais ce qu'il dit a beaucoup de sens. Prenons cet argent et investissons pour les années prochaines et il ne faut surtout pas le dilapider quand ça ne sert à rien. Vous allez donner plus d'argent à des gens qui ne travaillent pas. Pourquoi ? C'est la raison de la critique des orthodoxes en particulier, Élise ? Absolument. Donc, on sait très bien que Netanyahou a dilapidé tout l'argent, surtout sur les Haridim, puisqu'ils ont beaucoup d'enfants. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le niveau, les gens qui participent au travail a baissé ces dernières années chez les Haridim, alors qu'à l'époque de Netanyahou, le ministre des Finances, qui avait lui aussi, Netanyahou, si vous lui demandez son avis personnel, il pense que l'argent doit être donné à ceux qui travaillent. Donc de ce point de vue, Netanyahou était celui qui avait baissé les aides aux familles nombreuses et incitation au travail.
Et puis ensuite, eh bien, pour des raisons politiques, il a plutôt aidé les Haridim. Et pour Israël, c'est un peu catastrophique, parce que si les gens ne travailleront pas, eh bien, comment voulez-vous avoir un PIB plus élevé? Donc, de ce point de vue, Lieberman et Bennett ont tout à fait raison. La façon de le présenter, elle n'est pas tout à fait correcte. Alors, c'est une question de détail. Une dernière question concernant le plan de Singapour, ce qu'on avait appelé le plan de Singapour de Naftali Bennett. Si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe en résumant, c'était un plan qui prévoyait une baisse de l'imposition, une augmentation de l'investissement. Est-ce que ce plan, il a un rapport avec le plan économique, il a un rapport avec le plan de Singapour, ou ça n'a rien à voir? Alors, le plan Singapour a été complètement mis de côté, surtout que le plan, le Fonds monétaire vient de présenter des données et pense qu'en Israël, ce qui est très clair, c'est qu'en Israël, les dépenses sur les investissements ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas pour rien que vous avez des problèmes énormes sur les routes, ce n'est pas pour rien que vous avez des problèmes énormes dans les hôpitaux. Vous ne trouvez pas de médecins, je ne parle même pas d'écoles pour les jeunes. Vous avez des listes d'attente très très importantes pour les bébés pour avoir des crèches. Donc c'est le problème d'Israël. Quand nous avons une augmentation de la population de 2% par an, vous ne pouvez pas dire, eh bien, je laisse comme en France tout de la même manière, ça ne marche pas. Il faut augmenter tout le temps les investissements. Et donc, le Fonds monétaire a dit, vous devez augmenter les investissements. Si vous ne voulez pas augmenter votre dette, eh bien, vous avez qu'à augmenter les impôts. Alors, augmenter les impôts, évidemment, pour Bennett, c'est pas possible parce que lui voulait les baisser. On ne baissera pas les impôts. Mais par contre, on va certainement augmenter les investissements sur le compte de ce que vous avez parlé, le fait que cette année, les taxes ont beaucoup augmenté. Et au cas où il y aura une plus grande dette, eh bien, moi aussi, je pense que ce n'est pas le problème. Mais, si on augmentera la dette israélienne et le déficit en augmentant les dépenses sur des transferts à des gens qui ne travaillent pas, eh bien, dans ces cas-là, nous sommes en train de miner l'économie israélienne. Et là-dessus, je pense que Bennett et Lieberman comprennent très bien le problème. Mais est-ce que ça va aider pour la vie chère, tout cela? Pas du tout. Pour la vie chère, il faut pouvoir avoir la gauche qui se trouve dans le gouvernement, accepter d'enlever toutes les barrières à l'importation très rapidement et toutes les normes israéliennes. Sans cela, eh bien, on peut discuter et on se retrouvera chaque quelques mois pour parler de la vie chère. Alors, encore une dernière question, parce qu'on en a beaucoup parlé avec vous pendant ces 2 dernières années, le Covid et l'impact du Covid sur l'économie. Là, on est en train de sortir, on le voit, de la 5e vague. Et on a franchement l'impression que les données sont toutes au vert. Est-ce que je me trompe, que ce soit, même le taux de chômage est en baisse, constante, on est revenu quasiment au taux de chômage d'avant l'épidémie, et puis la croissance remonte, le PIB remonte, finalement tout cela se passe beaucoup mieux qu'on aurait pu le craindre. Tout à fait. Il faut aussi dire la vérité, c'est que Bennett, qui avait pris un pari, enfin c'est une personne qui prend beaucoup de risques. Hein. Bennett, cette décision de ne pas faire de confinement et de se dire que finalement il y aura énormément de malades, mais ce seront des malades qui n'arriveront pas dans les hôpitaux. Et ceux qui arrivent dans les hôpitaux, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés, à 86%, je crois. Eh bien, c'était un pari excellent. Et ça a permis à l'économie de rester ouverte, et c'est ce qui permet effectivement à Lieberman de ne pas dépenser de l'argent actuellement. Ce qui est très clair aussi, et ça il faut comprendre, c'est que dans 1 ou 2 mois, on va regarder les chiffres de toutes les personnes qui ont vraiment perdu de l'argent, et là on va les aider. Mais c'est très bien aussi de donner un signal essayez de continuer à travailler parce qu'a priori, on ne vous aidera pas. Je pense que cette politique-là de Lieberman est une bonne politique. Même si elle peut paraître cruelle, par exemple, pour les indépendants. Absolument, mais ils vont être aidés à la fin. Donc, c'est vraiment une question de tactique, là. Ce n'est pas une question de stratégie parce que c'est très clair que la décision est que on va regarder maintenant les données réelles de combien
ils ont perdu, et les gens qui ont vraiment perdu de l'argent, et c'est à court terme, c'est-à-dire ce sont des compagnies qui vont pouvoir rouvrir, celles-là, on va les aider. Parce qu'il faut dire la vérité, au temps de Netanyahou, on a dilapidé beaucoup d'argent et on avait raison de le faire. On avait très peur. Je vous rappelle qu'on a parlé ici de la Grande Dépression. On parlait de 20% de gens peut-être qui ne travailleraient pas, 10% c'était déjà très grave. Eh bien, je crois que là, Israël a fait un très bon pari et une très bonne économie, même l'aide un peu trop importante au départ et maintenant une aide un peu moins. Bref. Sur comment le présenter, vous n'allez pas demander à un économiste de faire du PR, mais je pense que la politique est une bonne politique pour Israël. Bref, on peut dire effectivement que l'État d'Israël a su gérer sur le plan économique la crise du Covid comme il le fallait sous Binyamin Netanyahou avec les premières crises quand il n'y avait pas de vaccin et sous Bennett Lieberman quand il y avait un vaccin et que on avait d'autres opportunités, d'autres possibilités. Absolument. Mais ce qui nous attend maintenant, ce sont à nouveau les problèmes à long terme qu'au moment du Covid, nous n'avons pas du tout pu soigner. Et le problème, vous allez voir, c'est qu'il manque des investissements en Israël. D'accord. Si vous étiez dans la voiture pendant une demi-heure, eh bien, attendez-vous à être maintenant dans les embouteillages 1 heure. Et si vous ne trouvez pas de médecin, si vous attendez un médecin pendant 1 mois, eh bien, attendez-vous maintenant à l'attendre pendant 3 mois. C'est le grave problème d'Israël, les investissements. Eh bien, dans l'infrastructure. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Élise Brézis, pour cet exposé tout à fait clair qui nous a effectivement bien permis de mieux comprendre un peu les raisons de ce plan économique présenté par le gouvernement, même si, comme nous le disions ensemble, il peut paraître très cruel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, bonne journée.